À toutes et à tous, bonsoir. Il était absent au colloque scientifique de la Cour constitutionnelle. Il a répondu présent tout de même aux étudiants de l'école nationale, à l'école nationale d'administration de magistrature d'Abomey-Calavi, à un autre colloque. Occasion pour Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, de parler entre autres de ce qu'il a appelé les exigences pour des élections de qualité. Je vous lis, ça pourrait peut-être paraître long, les conditions qu'il pose. Première condition, la liberté du processus électoral, liberté de candidature, liberté de faire campagne et liberté du choix que vous devez exprimer. C'est pour cela qu'il y a des isoloirs pour protéger le choix que, dans l'urne, vous êtes appelé à faire. Voilà pourquoi les pressions qui sont faites sur les électeurs sont sanctionnées. On a même imaginé le bulletin unique pour éviter la vulnérabilité des électeurs à qui on promettait des ressources ou à qui on voulait garantir la vie sauve en demandant de rapporter la preuve qu'ils ont bien voté en ramenant les autres bulletins. Mais l'intelligence humaine est très forte. En 2006, le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, est allé voter. Dans son bureau de vote, spontanément, un vicieux lui a remis le bulletin. Le président a cru qu'il était serviable. Dans ce bureau de vote, on connaît pour qui le président a voté parce qu'il avait la main tachée quand il lui donnait le bulletin. Et le seul bulletin qui était taché par l'arrière était le bulletin du président Kérékou. Le président Kérékou, informé, a été plus vigilant au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2006. C'est son garde du corps qui lui a pris le bulletin. L'intelligence humaine est toujours vicieuse. Au lieu de lui remettre le cachet bleu, on lui a remis un cachet en encreur rouge. Et le seul bulletin ayant le cachet rouge est celui du président Kérékou. Ce qui fait que même le bulletin unique n'est pas une garantie évidente pour le secret du vote. Mais c'est quand même une exigence pour la démocratie. Deuxième exigence de Théodore Olo, c'est la sincérité des résultats. Il faut que les résultats proclamés soient conformes aux choix opérés par les électeurs dans les isoloirs. Il y a un président africain, pas trop loin du Bénin, qui aimait dire que le plus important n'est pas celui qui vote, mais celui qui proclame les résultats. Ce qui fait que le résultat proclamé peut ne pas être le choix opéré dans les isoloirs par les électeurs. D'où les dispositions qui sont prises pour la couverture du dépouillement. Que le dépouillement se fasse sur place, qu'il y ait des représentants des différents candidats dans les postes de vote, dans les lieux de centralisation, pour s'assurer de la sincérité du processus électoral. Venons-en à la troisième condition, mesdames, messieurs. Il faut que les élections soient régulières. Des élections régulières à deux niveaux, parce que le scrutin a lieu à terme échu, c'est-à-dire vers la fin du mandat des députés ou du président de la République, pour éviter un vide institutionnel. Régulière également parce que les élections sont faites conformément à des règles connues de tous et dans la mesure du possible, à défaut d'être consensuelles, adoptées à une grande majorité. Et le protocole de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance précise même que ces règles ne peuvent pas être modifiées 6 mois avant les élections, sauf accord de la grande majorité des acteurs politiques. Quatrième condition, il y en a encore. C'est la transparence qui suppose que n'importe quel électeur qui le souhaite, sous le contrôle du juge constitutionnel, peut avoir accès aux documents électoraux pour s'assurer de la sincérité du scrutin. Enfin, cinquième élément, c'est la parité. La constitution de la plupart des États africains affirme le principe de l'égalité de l'homme et de la femme, ce qui fait de la parité un objectif à valeur constitutionnelle. Certains pays ont fait un effort dans ce sens. Par exemple, en 2010, pour rendre effectif le principe de l'égalité d'accès aux fonctions électives inscrites dans la Constitution du Sénégal de 2001, il a été adopté un code électoral qui impose la parité absolue, hommes et femmes, pour toutes les élections. Le Togo, dans son code électoral de 2012, modifié en 2013, a adopté la même démarche. Le Bénin, en 2010, a adopté une démarche similaire à l'initiative de quelques députés. Et malgré l'accord du gouvernement et l'avis favorable de la commission des lois, cette démarche n'a pas abouti à cause des pesanteurs sociologiques, certainement de la volonté des hommes de ne pas céder leur place aux femmes, et ensuite, sans doute, parce que toute liberté acquise est d'abord liberté conquise. Vous allez constater qu'en avril 2017 et en juin 2018, les tentatives de révision de la Constitution de la volonté d'inscrire la parité n'a pas abouti. Ce qui fait que, bien que le Bénin soit le laboratoire depuis le renouveau démocratique de la démocratie, il est en retard de ce point de vue.
Élie Godin, je voudrais m'en arrêter là. Théodore Ollon qui dit ça dans ce contexte qui est le nôtre, où nous sommes sortis des législatives, où après des mois, on a entendu Jean-Baptiste Elias revenir sur des irrégularités venant d'une institution en charge de l'organisation des élections, la Sénat, où hier, l'institution est sortie pour apporter son son de cloche. Quand on a servi à ce niveau, la Cour constitutionnelle est également impliquée dans l'organisation des élections, la proclamation des résultats. Est-ce l'état des lieux qu'on a fait? Je ne dirais pas un état des lieux, mais ce qui devrait être. Parce que si s'il avait fait l'état des lieux, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce serait le bilan de ce qui n'a pas marché depuis l'avènement du renouveau démocratique qu'on organise les élections. Mais là, il vient de citer les conditions pour que nous ayons une élection apaisée, c'est-à-dire la transition, la démocratie, la vivacité même de la démocratie, c'est l'élection. Ce qui dit ou bien qui fait montrer qu'un pays est un pays démocratique, c'est l'alternance au pouvoir. Et l'alternance au pouvoir passe par l'organisation des élections. Il a cité 5 conditions. La liberté du processus électoral, la liberté de candidature, ce qui a manqué au cours des dernières élections. Là, c'est un état des lieux alors? On pourrait dire ça. Mais vu ensemble, c'est les conditions. Peut-être dans sa position, aujourd'hui, qui n'est plus aux affaires, il apprécie mieux les choses. Parce que je me dis, quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes acteur, il n'est pas aisé de prendre du recul et d'observer ce qu'on fait, puisqu'on est acteur. Mais là qu'on est en retrait, on observe, on se dit, mais voilà ce qui devrait être. On nous parle de liberté de processus, liberté de candidature. Et les élections dernières ont manqué de liberté de candidature. Parce que il n'y avait qu'un seul camp de candidature. Cette pluralité de courants pouvant leur permettre de présenter d'autres candidatures, il n'y en avait pas. Le processus aussi, il n'y avait pas autant de liberté parce que ça a été corsé. Soit c'est par la caution, soit c'est par un certificat de conformité qui est sorti comme un cheveu qui se retrouve sous la soupe. Il n'y a que cette liberté n'y est pas. C'est reconnaître dans sa position qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il va plus loin pour nous parler de la sincérité des résultats, mais là, ça, c'est le bon vouloir de celui qui organise et des agents électoraux et surtout de la responsabilité de l'institution qui proclame les résultats. D'abord, on parle de la Sénat, elle organise. Et la sincérité part depuis les urnes, les PV. Comment ça a été fait l'élection? Est-ce que telle personne dans telle zone a pu remporter? Est-ce que du transfert des urnes du bureau de vote vers l'arrondissement, est-ce qu'il n'y a pas eu entre-temps bourrage d'urnes? Il y a ça, les acteurs politiques, les votants ou les militants à la base et ceux qui sont concernés comme candidats. Il y a un jeu qui se fait et tant qu'il n'y a pas sincérité, c'est un problème. Maintenant, le grand jeu, c'est comme quelqu'un qui me disait, quand on a dit qu'on n'organisait pas les élections en Afrique, on a demandé, les présidents français ont demandé qu'on donne des urnes transparentes pour organiser désormais. Là, vous voyez. Mais ce qui se passe, vous voyez des urnes remplies, mais de l'autre côté, c'est l'ordinateur qui donne autre résultat. Ce qui voudra dire, c'est ceux qui manipulent les chiffres, les données, pas les papiers, qui pourront vous dire telle personne a obtenu telle voix, combien il apporte. Et quand vous remémorez à l'histoire du Bénin, c'est depuis la première élection que le problème de sincérité des résultats posait. Et juste après le vote entre deux tours, entre Soglo et Kérékou, Soglo est monté au créneau pour dire que ces élections sont à reprendre parce que les résultats ne sont pas sincères. Plus tard, en 2011, on aura parlé d'un chaos parce que pour d'autres, les résultats n'étaient pas sincères. Donc, quand vous rentrez dans tout cela, et ça a pris par la Sénat, celui qui était président de la Sénat, c'était Nyolon Fou. On est allé au niveau de la Cour constitutionnelle retrouver Maître Robert Dossou qui a proclamé son chaos. Donc,
quand nous sommes dans tout ce mélange, c'est sûr qu'il a pris du recul. Aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. Donc vous estimez que c'est le recul qui lui fait voir tout ça aujourd'hui, qu'il ne voyait forcément pas, alors qu'il est parti de la Cour constitutionnelle il n'y a pas longtemps. Oui, c'est pour vous dire, quand les hommes sont en action, parfois c'est tout comme si on leur a confié une mission. Et il faut aller, coûte que coûte, atteindre ou bien réaliser. Le on qui aurait confié la mission, c'est qui? N'est-ce pas le peuple qu'on sert? Mais malheureusement, vous vous rendrez compte dans l'exercice de ces fonctions-là, on a l'impression qu'ils plutôt ils sont contre le peuple. Et je vous dis, quand il évolue dans son discours, vous ne l'avez pas lu. Non, on va arriver sur d'autres. Mais Joël Tchogbe, quand on parle, Nelly Dodine parlait tout à l'heure de cheveux sur la soupe, quand on parle de conditions d'organisation des élections, il y a un endroit où tout ça part. Ce qui cimente tout ça, c'est déjà la loi électorale, c'est déjà le code électoral. Que peut le peuple par la suite, lui qui est appelé à aller aux urnes, si dans le code électoral, des conditions voulues ou proposées par Théodore Lo ne sont pas remplies, une condition, Nelly l'évoquait aussi, déjà au niveau de la caution qu'il faut payer, qu'on sent que l'égalité, les chances pour être candidat ne sont pas les mêmes. La question que vous reposez me renvoie dans une autre réflexion. Quand vous évoquez alors la notion du peuple. En réalité, dans une démocratie un peu comme le professeur l'a expliqué, le peuple c'est qui? C'est une entité abstraite. Elle, en tant qu'entité, n'est pas saisissable. C'est pourquoi, dans la construction même des règles démocratiques, on a quand même pensé à une institution, le Parlement. Le Parlement, pour représenter ce peuple-là, pour pouvoir matérialiser ou de façon symbolique qu'on puisse dire de quelle façon s'exprime le peuple. Il y a plusieurs façons. Donc, quand vous me dites le peuple peut-être ne pourra peut-être rien faire parce que les lois ont été votées. Les lois ont été votées dans quelle chapelle? Le Parlement. Alors, si des dispositions attentatoires aux règles de liberté fondamentale qui auraient été incluses donc dans la Constitution référentiel juridique de la démocratie est constaté, alors ça voudra dire que quoi? Ces messieurs qu'on a mandatés au Parlement ont à un moment donné falsifié la volonté donc de cette majorité du peuple là. Et Jean-Jacques Rousseau vous le dira, se faisant apôtre d'une démocratie libérale, vous dira que dans une démocratie directe, pas représentative, une démocratie directe, le peuple reste donc le seul souverain. Et c'est parce que dans l'évolution de l'histoire des démocraties, on a dit, mais écoutez, on ne peut pas continuer par rassembler donc 10 millions de personnes, 100 millions de personnes, autour donc peut-être d'une estrade, pour leur demander chacun, qu'est-ce que vous voulez? Un peu comme on l'appelle donc chez les Grecs, on ne peut pas continuer par l'agora, c'est pas possible. Donc c'est pourquoi nous sommes tombés dans une démocratie représentative. Donc a priori, avant peut-être d'aller voter le code électoral, chaque député devait avoir un mécanisme méthodologique. Reparti d'abord à la base, dans la circonscription électorale, s'enquérir des aspirations de leur mandant, de leur population, et maintenant revenir au Parlement, traduire tout ceci dans le code électoral. Je vais vous conter une petite histoire. En 2017, parce que nous étions en pleine procédure de révision de la Constitution, où le chef de l'État a fait envoyer au Parlement son projet de révision de la Constitution, et que les députés se sont donc dit qu'il fallait absolument aller discuter avec donc cette base, afin donc de revenir et arbitrer donc le projet. J'étais dans cette période-là en position, encore une fois, de reportage. Qu'est-ce que j'ai constaté? Dans la 6e circonscription, je ne vais pas donner non plus d'indications ici. Je constate que le député qui a dit se rendre au chevet donc de sa base pour s'enquérir de ce que veut cette base-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il organise une petite réunion, il cible quelques têtes de pont dans son quartier, proche de sa maison, et quand vous entrez dans la maison, qu'est-ce que vous observez? On a installé une grosse marmite qui est au feu, avec donc un repas qui était donc en cuisson, ou quand vous rentrez, chez nous les psychologues, sociologues, c'est du conditionnement qu'on fait. Vous entrez directement, vous avez
le bureau qui est devant vous, vous vous rendez directement dans ce bureau, vous sortez, vous émagez et vous venez vous asseoir. Donc on a réuni quelques 30-40 personnes. Et dans la salle, tous ceux qui ont pris la parole, dans une majorité, sur les 40 personnes, 30 personnes ont dit oui, nous voulons qu'on révise la Constitution. Sans pour autant prendre le temps de voir un peu quels sont les points précis sur lesquels on veut faire la révision. Et parmi donc les 40 personnes, il y a au moins 4 ou 5 qui ont dit nous sommes pour la révision, monsieur le député, mais sur le point, par exemple, du mandat unique dont on parlait, sur tel point, nous ne voulons pas de ça. Mais j'ai retrouvé quelques jours plus tard au Parlement ce député qui a voté et qui a expliqué que sa base, qu'il a rencontré donc la plupart donc, de ses mandants, qui lui ont dit, messieurs, votez pour la révision en l'état. À qui la faute? Mais la faute, c'est à cet élu qui a falsifié la procédure normalement pour s'enquérir non seulement des désidératas donc de sa base, et finalement, qu'est-ce qu'il fait alors? Des recommandations faites par cette minorité peut-être de 5 personnes. Ce député s'est retrouvé au Parlement pour cette législature. Il était membre de la 7e législature. Et cette fois-ci, il est encore présent à l'Assemblée nationale. Cela voudra dire que malgré ce comportement... Il a été réélu, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Vous savez, je ne sais pas si on avait permis au peuple de s'exprimer effectivement librement le 28 avril dernier, que ce député allait réussir à conserver sa place au Parlement. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Dans une démocratie, effectivement, lorsque le Parlement, qui est le cœur de la démocratie, ne joue pas son rôle, n'est pas sincère, n'a pas établi de façon continuelle ce point de liaison, de communication, de dialogue avec la base, donc le peuple souverain, je pense qu'on ne peut que trahir à chaque seconde les aspirations de ce peuple-là. Et donc, aujourd'hui, si monsieur le professeur Théodore Lo ne lui disait qu'il n'est plus aux affaires, moi, je ne dirais pas forcément que c'est parce qu'il n'est pas aux affaires, qu'il regarde mieux, qu'il voit mieux ce qui se fait maintenant. Quand il était aux affaires, c'est sûr, ils sont tenus donc par un droit de réserve. Ils ne pourraient pas forcément s'exprimer sur certains sujets, voilà, dans certains espaces quand même comme ça. En juin et mai dernier, il était invité par la chaire UNESCO à l'université, toujours dans le cadre d'un podium discussion. Et à cet instant précis, il a pris la parole. Je sais ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il a dit. Il a été plus frontal que cela. Donc c'est pour vous dire que quoi? Aujourd'hui, il faut reconnaître que si on fait la liaison de l'approche scientifique, de l'approche universitaire, aujourd'hui, de la démocratie que vend le professeur Théodore Olo et ce qui se fait depuis quelques mois au Bénin, on ne peut que forcément trouver des points de contradiction entre l'option du Bénin et puis ce que recommande la science. Quand on prend par exemple, je vais en finir là si vous me permettez, quand on prend par exemple la liberté donc du vote, c'est sur ça que je vais insister, la liberté donc du vote. Et par ailleurs, lui, par extension, il parle d'une protection du citoyen électeur. Alors, aujourd'hui, dans notre pays, le Bénin, il faut interroger les déterminants du vote au Bénin. C'est ça qui est essentiel. Sur la base de quoi on vote? Sur quels critères nous votons? Est-ce que, déjà, les partis politiques que nous avons au pays sont assez organisés pour proposer des programmes structurants au peuple qui est appelé à aller exprimer son suffrage? Il y a toujours des programmes d'une manière ou d'une autre, Joël. Non, écoutez, quand on parle de programme, parce que, écoutez, le vote du citoyen électeur n'est jamais neutre. On vous le dit, en science politique, c'est clair. Le vote du citoyen électeur n'est jamais neutre. Il vote parce que il raisonne en fonction de l'offre politique qu'on lui fait. Il vote parce que il retrouve son intérêt dans ce que le candidat propose. Il vote parce que soit il est retraité et que quelqu'un parle par exemple d'une assurance retraite, il vote parce que c'est comme ça. Il vote parce que il est d'un certain âge donné, il est peut-être de la quarantaine, il est peut-être de la cinquantaine, et qu'il a vécu certaines choses par le passé, et qu'en face de lui, le candidat propose certaines choses qui pourront, à terme, alléger donc des difficultés liées à son âge. Il vote en fait parce que il sait que son enfant qu'il a fabriqué maintenant, on ne fabrique pas un enfant. Demain, cet enfant
pourra mieux vivre parce que justement le candidat propose un programme ou bien fait une offre politique qui est assez viable. Donc aujourd'hui au Bénin, il ne s'agit pas de parcourir les programmes des candidats. Parcourir les programmes des candidats. À des moments, j'ai comme l'impression que on fait juste l'effort de faire du remplissage. On fait l'effort donc de jouer donc sur les mots. Pourvu qu'à la fin, ils ont l'épingle du jeu. Mais allez suivez un peu comment se fait la campagne. On ne tape pas forcément sur le fond donc des programmes. On ne tape pas forcément sur le fond des programmes. Et vous me direz, oui, bon, même si on faisait ça, combien de Béninois sont en mesure donc de s'accrocher à ce bout de la question. Mais essentiellement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si le vote du citoyen est déjà falsifié, si le député falsifie déjà les aspirations du citoyen, et qu'à la fin, finalement, nous n'avons même plus de séparation des pouvoirs, n'attendez pas que la liberté de candidature dont il parle, n'attendez pas que ce qu'il dit comme liberté donc de choix, sécurisation donc du vote, soit chose effective. Parce qu'encore une fois, celui qui veut aller aux élections, il se donne les moyens pour la gagner et c'est de ça qu'il s'agit. Alphonse Moïse Soudé, on fait ce discours 30 ans bientôt, après février 1990. Est-ce que le moment n'est pas propice pour qu'on revoie, on repense cette démocratie, surtout avec ce que nous avons pris ces derniers temps comme virage? Non, le professeur Lo a profité d'un rassemblement scientifique parce que n'oubliez pas qu'il est devant des étudiants qui ont des questionnements, qui ont des inquiétudes vu ce qui se passe parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont eu des professeurs de droit qui leur ont donné des notions, mais qui, face à la réalité de la pratique, sont passés à côté. Il a parlé de liberté de candidature. On dit désormais, et candidat à l'élection présidentielle, 250 millions. 250 millions. Même si vous avez été agent permanent de l'État, vous avez rassemblé votre salaire pendant 30 ans, vous n'aurez pas les 250 millions. Donc déjà, il n'y a pas une liberté de candidature. On est en train de promouvoir une certaine oligarchie au sommet de l'État. Donc là, il n'y a plus de liberté de candidature parce que je peux avoir quand même de belles idées, je peux avoir un bon programme. Si je n'ai pas les moyens, je ne suis pas candidat. Deuxième chose, vous avez vu au niveau des élections législatives dernières, c'est celui qui est au sommet du parti qui choisit qui sera candidat, qui ne sera pas candidat en fonction de la docilité des uns et des autres. Donc déjà, ça pose problème. Et l'instance qui peut corriger cela, c'est naturellement le Parlement. On a dit, on ne doit pas toucher la loi électorale 6 mois avant. Mais la Cour constitutionnelle nous a fait un bébé dans le dos, mais personne n'a rien dit. Ça, le professeur Lo a profité de cette rencontre-là pour faire un bilan de la démocratie béninoise. Est-ce son discours qu'on n'a pas eu au colloque scientifique de la Cour constitutionnelle qu'il a fini par nous servir là à l'ENAM? Parce quand il parle de sincérité du scrutin, le 28 avril, la Cour constitutionnelle a donné son taux de participation. Mais les observateurs qui sont descendus sur le terrain ont donné autre. Mais on n'a pas permis aux citoyens d'aller sur le terrain, puisqu'on n'avait pas eu la connexion Internet. Et vous savez très bien, dans tous les pays, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, j'ai été élu en 2016. Tout le monde sait quel rôle l'Internet a joué. Mais malheureusement, ce jour-là, on a bloqué l'Internet. On n'a pas pu. Donc, on n'a pas pu avoir les résultats qu'on avait. Donc, le vote n'est pas... La transparence. Si on devait tenir compte de ces critères-là, ce qui s'est passé le 28 avril est loin d'être un vote. J'ai l'impression que vous prenez pour référent le 28 avril. Mais oui, mais oui. Le projet Tedoro, lui, elle est allé jusqu'à... Non. Mathieu Guéricourt. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais quand je fais le bilan, c'est devenu plus criard ces dernières années. Et il prévient pour l'avenir. Il prévient, si on ne corrige pas un certain nombre de principes, en 2021, de vous à moi, combien de Béninois peuvent être candidats à l'élection présidentielle? Combien de Béninois? Dites-moi, combien de Béninois? Parce que si vous sortez 250 millions, on va fouiller où est-ce que vous avez trouvé 250 millions. Où est-ce que vous avez trouvé 250 millions? On a dit que les candidatures seront portées par les partis. Depuis quand les gens cotisent dans les partis pour avoir ce montant-là? Donc il y a d'autres réalités. On devrait corriger ce principe de liberté de candidature. Parce que, dans un passé récent, qui vous souviennent, quand on avait décidé, un Parlement avait décidé de porter
la caution à 50 millions, il y a levé de bouclier. Donc, il faut déjà régler ces détails-là. C'est vrai qu'il part du passé pour préparer l'avenir, parce qu'on a un scrutin là qui vient déjà en 2020. Il faut faire la liste, des conseillers. C'est le Tout-Puissant qui décide qui sera conseiller, qui ne le sera pas. Ce n'est plus désormais, chacun paye sa caution. Je décide de payer la caution pour tout le monde, donc je choisis qui je veux comme candidat. Donc, il n'y a plus de liberté. Régularité des élections. Est-ce que la régularité des élections garantit la transparence? Est-ce que la régularité garantit, comment on appelle, la sincérité? Aujourd'hui, on donne l'opportunité au Parlement qui est là, parce que le Parlement est un monopole d'introduire dans la Constitution la parité comme on l'a fait dans les autres pays. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire une profession de foi. Vous avez cherché à avoir le Parlement à votre cause. Vous avez le Parlement avec vous. Vous devrez pouvoir corriger toutes les théories que vous avez dites aux populations. Nous allons. Donc, il lance, disons, c'est un coup de gueule et en même temps un coup de cœur à ceux qui sont là aujourd'hui, qui a plus une minorité parlementaire qui puisse bloquer quoi que ce soit. Vous avez la liberté de rétablir, sinon de réhabiliter la démocratie. Parce qu'il y a, en Afrique, je défie ce peuple-là qui me dira qu'on a choisi un candidat à partir du programme. C'est faux. C'est faux. Combien de... Quand vous prenez le Bénin... Vous n'allez pas être si absolu. Non, écoutez, il y a combien de lettrés? C'est pas tout le monde... Il y a... Certaines Diossou, il y a combien... Parce que le programme est rédigé dans quelle langue? Il y a combien de lettrés? Quand on va au contact des populations, on leur explique son programme. Non, c'est son programme. Quand les gens vont là-bas, c'est faux. Saturne Diossou, vous allez à Missérété, on va vous écouter. Même si vous mentez, c'est Saturne Diossou, fils du terroir. Chacun va dans son terroir vanter les mérites. Il y a des gens qui ont fait campagne pour des candidats sans avoir lu une seule page du programme. Donc, c'est l'image. C'est l'image. On va descendre, on va défendre l'image de quelqu'un. Les populations ne comprennent pas les programmes. Donc, il faut réformer tout ça. Il faut désormais apprendre aux gens à voter à partir du programme. La preuve, quand le programme, c'est le développement, c'est tout. Non, c'est vague. Votez pour lui, vous aurez le développement. Il y aurait un mieux-être pour nous tous, pour chacun. Mais oui, d'accord, on a dit qu'il y aurait un mieux-être. Bon, nous sommes en 2016. N'est-ce pas déjà là le résumé de tout programme? Tout programme de société. Je suis d'accord. En 2016, on nous a promis un mieux-être. On fera mieux que ceux qui étaient là. On va changer vos vies. On va développer le Bénin. On va faire un mandat unique. On va développer le Bénin. Je suis en 2019. Je suis en 2019. On ne va pas résoudre tous les problèmes en 3 ans. À partir de maintenant, il n'y aura rien d'autre que campagne électorale. Donc, il faut désormais que l'on change les paradigmes. Il faut que désormais les hommes politiques cessent de manipuler le peuple. Et il faut trouver autre mécanisme. Parce que quand quelqu'un a fait les 117 communes, dit-on, a fait les 117 communes. Le mécano en chef. Pour parler de son programme. Oui. Et depuis que on a gagné, on a fait combien de communes? Et les dernières visites se sont achevées à l'approche d'une élection présidentielle. Nelly Dodinou, train d'ailleurs Jacques Chirac, est-ce qu'avec cet état des lieux que nous faisons, référant de plus en plus, référence faite en prenant pour référent le 28 avril dernier, il faut dire comme Jacques Chirac que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie? Je ne dirais pas ça, parce que quand moi je prends le Ghana reste un pays que j'apprécie beaucoup dans sa démocratie. Ceux qui pensent qu'il faut faire la démocratie à la béninoise, c'est ça qui va faire décoller le Bénin. On essaie de vouloir formater le béninois pour dire tout ce qui se passe, il faut que ça se passe ainsi pour que nous ayons notre forme de démocratie. Quand vous n'êtes pas à l'aise dans une... La démocratie tropicalisée. Quand vous n'êtes pas à l'aise dans une gouvernance, vous changez de mode. Vous pouvez décider d'aller dans une royauté, d'aller en tout cas, vous changez de modèle de gouvernance tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de démocratie taille sur mesure. Et quand je prends le cas du Ghana, vous savez, la démocratie pour les peuples, c'est l'espoir de l'alternance. Quelqu'un vient, vous propose quelque chose. Est-ce que vous pensez que cela se résume en alternance? Est-ce qu'il suffit que 4 ans après, qu'on renouvelle les représentants au Parlement, que 5 ans après, quelqu'un de trahit au pouvoir? C'est d'abord ça. Parce que c'est la différence entre la royauté, entre les autres
mode de gouvernance, c'est la démocratie. Donc tout ce que l'Africain a tiré de la démocratie jusqu'ici, c'est aller aux urnes, c'est aller voter et puis c'est tout. Attendez, vous savez, c'est d'abord le principe, l'alternance au pouvoir. Parce que dans le système démocratique, ce que retient le peuple, son moyen de vous apprécier, d'apprécier votre mandat, c'est d'aller aux urnes. Soit pour vous sanctionner, soit pour vous renouveler. Ailleurs, il y a même des élections anticipées. Anticipées. Voilà. Ou des élections à mi-mandat pour questionner votre mandature, pour dire est-ce qu'on peut lui permettre de continuer ces 5 ans ou on arrête. C'est pour ça que je vous dis, le principe en matière de démocratie, c'est d'abord cette capacité pour le peuple d'aller aux urnes et de décider. C'est eux qui décident et vous donnent mandat. Pour dire, bon, les 5 ans, je te l'octroie. Ailleurs, c'est mi-mandat, on apprécie. Si on veut te permettre de continuer, on te permet de continuer. Le Ghana a il y a toujours alternance. Mais cela ne fait pas du Ghana un pays qui s'arrière. Où on va me dire, il faut une démocratie à la ghanéenne. Non. Parce que eux, ils ont eu la chance d'avoir à leur tête un homme de vision une fois, qui a brisé les liens. Et tout se passe à merveille. Dans une certaine dictature. Je ne refuse pas. En ce temps, il ne leur parlait pas de démocratie. Non, il y avait un autre type de gouvernance qui est adapté à ce contexte-là. Et plus tard, les gens ont fait l'option. La preuve, le Bénin a connu son lot. On a été dans la révolution. Il y a eu ce qu'il y a eu, tout n'était pas mauvais. Puis après, les fils ont dit, bon, nous voulons autre mode de gouvernance. C'est aussi simple. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous changez de façon unanime. Mais ne cherchez pas à tailler sur mesure ou bien à, je sais pas, à justifier les égarements, les tares pour dire oui, c'est la démocratie à la béninoise. Ça n'a aucun sens. Deuxième chose, quand on nous parle, quand vous avez dit qu'il y a l'alternance ne permet pas le développement, c'est ça vous avez dit? Non, il suffit de l'alternance pour dire oui, la démocratie, elle est bonne. Non. Il suffit d'attendre 5 ans pour renouveler le président. C'est déjà une garantie pour le peuple qui est abstrait de décider de à qui il renouvelle son mandat. Il y aura la personne de faire tout ce qu'elle veut quand elle serait... Pas libre, justement, je vous dis, quand la personne fait, le système béninois est conçu d'une manière. Dès que vous avez le pouvoir, vous venez voir un parlement en place qui n'est pas un parlement acquis à votre cause. Que vous pouvez conquérir. Que vous pouvez conquérir. Qui peut se jeter dans votre bras aussi. Ou rapidement. Mais quand vous suivez, l'élection vient, la fin de votre mandat, très souvent, coïncide encore avec... Les législatives sont comme une élection à mi-mandat. À mi-mandat. Vous comprenez? Donc, on apprécie déjà votre mandat. Ceux qui vous soutiennent, imaginez que les élections du 28 avril étaient organisées dans de bonnes conditions. Les conditions normales exigées dans une démocratie. Je pense qu'au Parlement, on n'aura pas un Parlement monocolore. L'opposition viendrait en force. Ce qui voudra dire que le peuple a toujours son mot à dire pour dire oui, on te sanctionne, on limite un peu tes pouvoirs, tu ne peux pas avoir le boulevard. On renforce ton contre-pouvoir. Voilà, tu ne peux pas avoir le boulevard pour voter telle loi comme tu voudras, prendre tes décisions. Il y aura quelqu'un pour dire miette. C'est ça. Et je vais pas... Attendez, ne me prenez pas la parole. Oui, le temps finit. Non, je ne peux pas ne pas parler de la parité. Rapidement. Je suis femme, je suis désolée. Le professeur a dit, la parité doit avoir pour objectif valeur constitutionnelle. Je suis d'accord avec lui. Et je dis, c'est d'abord la volonté politique. Quand il s'est agi de vouloir réviser la constitution de ce projet, il a été agité partout que nous allons nous retrouver avec 24 femmes au Parlement si la révision marchait. Parce que les hommes n'étaient pas prêts à céder le fauteuil, à condition, c'était une condition, ça ils ne l'ont pas dit à nos chères dames, à condition que le nombre de fauteuils augmente. Donc, du coup, les 83 hommes ou les 60 et quelques sont là, ils ne veulent pas céder. Et je vous dis, c'est d'abord une volonté politique. Et les femmes doivent pouvoir arrêter de croire que les hommes vont leur faire la place. Liberté conquise, dont parle le professeur Olo. Et je vous dis, la volonté politique aussi, c'est d'abord pas le chef. Le chef, quand il veut renouveler, faire son remaniement ministériel. Il n'y a pas suffisamment de femmes.
Je vois le procès que vous êtes en train de faire. Permettez que je prenne l'avis de Joël sur le modèle démocratique au Bénin. Pour vous qui avez défendu votre démocratie, est-ce qu'il faut finalement, comme Nélia a commencé par le dire, Défends ta démocratie. que nous puissions dans nos réalités pour trouver un modèle qui est le nôtre, qui servirait à la fois la politique, la gouvernance, et puis le développement économique et tout ce qui va avec? Non, vous savez, l'approche que j'ai de la question est très claire. C'est dénier au peuple africain, et singulièrement au peuple béninois, ce droit à la raison, que de penser qu'on pourrait africaniser la démocratie, ou qu'on pourrait tropicaliser ou bien béniniser, si vous voulez, la démocratie. La démocratie a des valeurs fondamentales qui sont universelles, qui sont à implémenter partout. Le peuple britannique, depuis les années 1600, 1500 un peu plus tôt, avec la naissance déjà des tout premiers partis, les conservateurs, les travaillistes. Et aujourd'hui, vous verrez que la vie britannique est structurée avec les deux pôles essentiellement. Ont déjà tout conçu. Les États-Unis sont venus, ont plus raffiné encore une fois la démocratie. La France y est dedans. C'est au fait la tendance actuellement, avec des valeurs universelles. Donc, c'est comme si on dit il faut peut-être africaniser la démocratie, c'est comme si les Africains sont tellement incapables de respecter simplement le principe de séparation des pouvoirs. Mais quand on sait que nous sommes partis de quelque part, de notre culture, le principe de gouvernance n'est pas forcément ce qui est fait. Non, c'est vrai. Parce qu'on est parti de là, de ce que nous avons fait de par le passé. Non, c'est vrai. On dira que là-bas c'est la royauté et puis c'est le souverain et tout ce qui va avec. Ici aussi, c'est vrai qu'avant que nous n'entrions en contact avec le colon, nous avions un système architectural en termes d'organisation et de gestion de la cité. Vous parlez donc de la royauté. Même au temps fort de la royauté, le roi tout-puissant, il avait forcément quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être on va l'appeler cour constitutionnelle, qui, dans les couloirs, après que le roi tout-puissant a pris une décision de décapiter telle personne, de ne pas de faire exécuter telle personne, celui-là, dans les couloirs, allait interroger un peu l'histoire, dans les cours royales d'Abomey, depuis l'histoire. Vous verrez qu'il y a forcément des familles qui sont conçues pour ça, qui peuvent dire la vérité au roi en coulisses. Pour lui dire, monsieur le roi, voilà donc les textes de loi, vous avez abusé, vous avez transgressé par ici. N'est-ce pas le hôte du Aono qui a appelé, qui jette son collier, qui dit mais les ancêtres ont dit, les ancêtres sont fâchés parce que... Donc, c'est pour vous dire que, en principe, c'est trop facile de penser que même dans notre histoire, et puis n'oubliez pas que aujourd'hui, le rôle que nous jouons en tant que journalistes, le rôle que jouent les leaders d'opinion, le rôle que jouent les OSC aujourd'hui, ce rôle était joué par qui? Par les griots, par les chanteurs, dans notre culture, qui dans le temps, au moins donc de l'art dont ils sont investis, disaient la vérité, très codé. Le message est envoyé au roi, à la cour royale, avec tout ce qu'il y a comme la rotule dans la cour royale, et puis ça se passait comme ça. Donc, venez dire que dans notre culture, voilà donc une culture donc, qui a instauré un système royal où c'est seulement la volonté forcément du roi seul qui passait, c'est falsifié encore une fois l'histoire. Et quand vous me demandez si il ne faut pas peut-être redéfinir les données aujourd'hui dans notre culture, je pense que fondamentalement, s'il y a une chose à corriger, c'est l'ignorance. C'est encore une fois l'ignorance. Et à la fois de l'élite politique, parce que ce n'est pas, il ne suffit pas d'aller à l'école pour dire que je ne suis plus ignorant. C'est très faux. Vous pouvez être ignorant sur le respect même des principes consacrés. Vous pensez qu'ils sont ignorants ou ils font exprès de ne pas le respecter? Que ça soit l'ignorance ou pas, je pense qu'aujourd'hui, le point fondamental que nous avons, c'est l'ignorance à tous les niveaux. Alphonse Moïse Soulé. Non seulement ils sont ignorants, vous dites qu'ils sont ignorants. Non seulement ils sont ignorants, mais on est en train de respecter un certain nombre de principes culturels. En 1996, on n'a pas fait partie de ce groupe parce qu'il n'a pas travaillé. Parce qu'on dit que sa femme était arrogante. On l'a fait partie. On ne va pas manger les pavés. On n'a pas tenu compte du bilan de ce groupe. Quand on a voulu faire partie Boniaï, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, c'est un Yovo. Ce n'est pas béninois, c'est un Yovo. Et c'est les intellectuels. On a dit, un Yovo ne viendra pas nous diriger. On ne veut plus du colonialisme. Donc on n'a pas tenu compte chaque fois. On ne tient pas compte du bilan.
On n'était pas compte du bilan. Et Nelly l'a rappelé, si on devrait tenir compte du bilan et qu'on devait faire démocratiquement. Le bilan, c'est pour celui qui est là, était là et veut revenir. Et pour celui qui vient nouvellement. Non. Écoutez, ceux qui ont fait campagne pour le président Talon, quand ils étaient en train de parler de Yahya Boni, est-ce qu'ils ont parlé du bilan de Yahya Boni? Non. Quand ils disaient qu'on veut chasser Soglo, on n'a pas tenu compte de ce que Soglo a fait. Pourtant, tout le monde avait dit. On parlait de Yahya Boni, de tout ce que Yahya Boni a fait de mauvais. Ça, c'est toujours là, dans l'antichambre. On sort ça à chaque fois. Mais oui. Et puis l'argument Mais oui, j'ai dit, dans les pays africains, on ne tient pas compte de ce qui est fait sur le terrain, mais on tient compte des sentiments. On tient compte des querelles individuelles. On tient compte du mal que quelqu'un vous a fait. Écoutez, on a fait venir Patrice Talon parce qu'entre Patrice Talon et Yahya Boni, il y avait une querelle et le Béninois a opté pour Patrice Talon, a pris parti pour Patrice Talon parce que le Béninois n'aime pas qu'on brille son frère. Ça a été toujours comme ça. On a dit que Soglo a un sommet à Cotonou s'est moqué de Kérékou qui était tranquille chez lui. Par conséquent, les cadres ont demandé de ramener Kérékou et de chasser Soglo. C'est tout. Donc, il faudrait qu'au niveau de l'Afrique, qu'on sache que désormais la démocratie, c'est pas les sentiments, c'est pas une façon de régler les querelles personnelles et qu'il faut penser développement. Qui développe le pays? On s'en fout si sa femme est vieille ou si sa femme n'est pas belle. Est-ce qu'il a fait le travail? Mais là aussi, il y a un problème actuellement au Bénin. Et quand j'entends de plus en plus, même des députés, des cadres le soutenir, ça me fait mal au cœur. On tente à responsabiliser nos problèmes de sous-développement à la démocratie. Alors on dit que c'est parce que nous sommes en démocratie qu'on n'accède pas au développement, alors que c'est deux notions différentes. Ça, c'est des notions interdépendantes différentes. On ne peut malheureusement pas plus développer ça. On a entendu une démocratie d'escafé. On entend dans les coulisses aujourd'hui que il faut que notre modèle démocratique, en tout cas, ne nous permet pas d'évoluer. Il faut qu'on mette les pieds un peu dedans, qu'on casse tout et qu'on fasse de lui pour évoluer. C'est peut-être cet aspect royauté que nous retrouvons dans nos dirigeants actuels qui se foutent des principes démocratiques et qui n'ont de loi que leur volonté, qui n'ont de loi que ce qu'ils veulent faire, leurs objectifs. Mesdames, messieurs, démocratiquement, on a distribué la parole sur ce plateau. Je n'ai pas l'impression d'en avoir donné de façon équitable à tout le monde. Il y a eu 3 hommes et une femme. Ce n'est pas l'égalité d'accès au plateau, forcément. Mais vous êtes certainement nombreuses femmes à nous suivre. Je vous dis merci pour votre attention. Demain, c'est samedi, c'est le week-end qui commence. Lundi intégral vous retrouve avec quelqu'un d'autre à la direction.